Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière aujourd'hui parce que j'avais très envie de vous parler de tout ce qui touche à la prévention sur le cancer du sein, les mammographies, tout ça, et de vous présenter aussi cette très belle rencontre que j'ai fait récemment. Laetitia Mendes qui a fondé l'association Génétique Cancer et qui va nous en dire un petit peu plus. Alors Laetitia, explique-nous un petit peu en quoi consiste Génétique Cancer. Génétique Cancer, en fait, c'est une association de patients qui permet justement aujourd'hui de travailler, d'agir ensemble sur la mobilisation, la sensibilisation et la prévention surtout des familles concernées prédisposées à certains types de cancers génétiques et ou héréditaires. Voilà, le cancer peut se transmettre en fait, le risque de cancer de mère en fille, de père en fils, de père en fille. Voilà, c'est un peu un sujet tabou qui a été brisé par une célèbre star hollywoodienne, Angelina Jolie, ouais, qui en a parlé la première fois en fait il y a maintenant plus de 5 ans et il se trouve que quand elle a fait cette annonce officielle devant le monde entier, j'ai été assez frappée d'entendre finalement la même histoire que la mienne, puisque du coup arrière-grand-mère, grand-mère, maman dans ma famille ont toutes développé un cancer du sein à un âge très précoce. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait bien évidemment pas une malédiction familiale, mais une mutation qui était une anomalie génétique qui était responsable en fait de cette transmission de cancer. Donc j'ai su très jeune, à 24 ans, que j'étais porteuse de cette mutation génétique qui m'exposait à plus de 80% de malchance de développer moi aussi une tumeur. Donc dans le sein, mais ça peut aussi concerner les ovaires. D'accord, donc c'est tout ce qui est organes féminins. Organes féminins, et c'est vrai que forcément j'ai fait un parallèle avec l'histoire d'Angelina Jolie, puisque c'était sa maman, puis sa tante à elle aussi, et qu'elle a fait donc ce choix de réaliser cette ablation des seins préventivement. Et c'est le même choix que j'ai eu moi, mais il y a un peu plus de 10 ans, donc bien avant Angelina Jolie, puisque j'apprenais à 24 ans que j'étais porteuse de cette mauvaise mutation, et à 26 ans, je décidais de me faire opérer pour ne pas risquer de tomber malade et pour ne pas risquer de mettre ma vie en danger. Donc est-ce que tu as été la première en France, une des premières à subir cette intervention? La plus jeune surtout, parce que c'est vrai, 26 ans, c'était... Voilà, c'était impensable au départ parce que même en France, toucher à des tissus sains, éthiquement, on réalisait cette intervention beaucoup plus aux États-Unis, mais absolument pas en France, ou très peu. Et c'est vrai que j'ai senti qu'il y avait quand même des médecins assez frileux qui avaient du mal à entendre mon choix à ce moment-là. C'était un choix délibéré de ta part, c'est toi qui as pris la décision, c'est les médecins qui t'ont poussé à le faire? C'était vraiment un choix de ma part. Déjà, quand j'ai fait cette première consultation en oncogénétique pour savoir et pour faire ce test, quand on me l'a appris, on m'a tout de suite parlé de la surveillance, donc l'imagerie médicale, auquel se sont soumises aussi toutes les femmes de ma famille. Mais ma mère est donc passée au travers des mailles du filet, puisqu'entre deux imageries, entre deux mammographies, elle a quand même fait ce cancer fulgurant qui a fini par l'emporter à l'âge de 47 ans. Et c'est vrai que moi, quand on m'a proposé cette solution au départ, en me disant « mais ne vous inquiétez pas, on va vous suivre, à 20 ans vous allez faire vos échos, vos mammos, tout ça, vous allez pouvoir être bien suivi, et quand bien même vous feriez un cancer, ce serait un petit cancer ». Voilà, bon, ça me rassurait pas du tout. Mais toi, aujourd'hui, est-ce que c'est une décision que tu ne regrettes pas? Non, jamais. C'est vrai que c'est une décision qui a pris, je dirais, une autre forme depuis que j'ai pu aussi libérer la parole de certaines autres femmes. Quand je l'ai vécu, ça a été très difficile parce que j'étais très seule, que j'ai senti un manque d'informations cruelles, que je n'ai pas pu rencontrer des femmes qui avaient réalisé cette intervention, que... Voilà, il y avait une nébuleuse autour de tout ça, et c'était encore très tabou. C'était encore très tabou, j'étais vraiment dans le brouillard. Et par contre, c'est vrai qu'à ce moment donné précis, même quand je me réveille, si mon ciel est bleu, en tout cas, je me dis vraiment, j'espère que d'autres femmes ne le vivront pas aussi difficilement que moi. J'ai vraiment envie de pouvoir faciliter les choses, de pouvoir libérer cette parole. Et à juste titre, tu le disais, ça concerne quand même beaucoup de gens, beaucoup de femmes.
Je pense qu'on parle pas assez en fait des antécédents familiaux. Non. Je pense qu'on ne se parle pas assez dans nos familles en fait d'une façon générale. Il y a encore un tabou, voilà, c'est un sujet tabou autour du cancer du sein parce que c'est quelque chose d'intime. C'est quelque chose qui fait partie de la féminité et sur lequel souvent les femmes n'ont pas envie de se confier, n'ont pas envie de parler. Mais est-ce que, au travers de ton association, des personnes qui pourraient avoir des problèmes de ce type-là d'ordre génétique peuvent te contacter pour peut-être discuter ou être mis en relation avec d'autres personnes? Bien sûr, c'est vraiment ça l'objet. Aujourd'hui, je pense que les gens qui... en tout cas, ont cette ombre de doute ou ce tableau un peu évocateur de famille à risque, donc on parle souvent de 3-4 cancers. Alors, ce ne sont pas que des cancers féminins, parce qu'il existe 80 mutations génétiques. Il peut y avoir des cancers héréditaires digestifs, il peut y avoir des cancers, des tumeurs aussi qui sont rénales, qui peuvent être héréditaires. Il peut y avoir des cancers de la peau, certaines formes aussi. De lymphome. Donc aujourd'hui, les hommes sont concernés aussi et peuvent retransmettre à ces femmes aussi ces cancers, à leurs filles, ces mauvais gènes. Donc je pense que l'intérêt c'est vraiment que on se pose les bonnes questions, qu'on puisse, en évitant les conflits, parce que même si on sait que ce sont des sujets un peu touchy en famille, on essaye en tout cas de débrider un petit peu les choses pour avoir de l'information, et puis on se renseigne, on vient soit sur la plateforme, sur le site internet de Génétique Cancer. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, et puis on peut rentrer en contact en plus, en connexion avec des ambassadeurs et des ambassadrices qui sont sur toute la France et qui sont là un peu pour se faire les relais, en fait, ces porte-parole en région, pour répondre aux questions, pour orienter, pour légitimer une consultation oncogénétique aussi. Bien sûr. Et puis pour mener en fait, je dirais, un petit peu ce cheminement, mais de façon, je dirais, saine, avec beaucoup de sérénité. Et puis il faut une certaine neutralité. Et c'est pour ça qu'au sein de l'association, il y a vraiment ces guides. Moi, je les nomme comme ça parce qu'elles sont vraiment là aussi pour vous tenir la main, pour prendre ce temps nécessaire à mûrir ces décisions qui ne se prennent pas du jour au lendemain. Donc aujourd'hui, on a la possibilité, si on a par exemple, moi si j'ai eu des antécédents dans ma famille de certains cancers, j'ai la possibilité de faire un test génétique? Alors, pas tout le monde, c'est-à-dire que bien souvent, on demande et on est renseigné par son médecin traitant grâce justement à l'identification de ses antécédents familiaux. Quand on a une personne dans la famille qui a développé un cancer à un âge relativement précoce, on dit 36 ans ou bien avant l'âge de la quarantaine, souvent ces tests sont quand même proposés aux personnes malades. Donc on essaie de se renseigner si dans sa famille un oncologue ou un des cancérologues a déjà proposé ce test à une de ces personnes-là. Et il vaut mieux parfois s'interpeller, s'interroger, que de laisser passer en sous-marin ces informations capitales. C'est quand même un patrimoine de santé qui est fort. C'est quelque chose qu'on vous a transmis et dont il faut prendre soin. Donc il faut prendre soin de soi, et ça, je pense que c'est une démarche aussi qui est un peu différente en France. On n'a pas trop l'habitude. Non. En France, on laisse un peu, enfin moi je suis un peu comme ça, je suis très négligente sur ma santé, et c'est vrai que j'ai pas forcément le réflexe d'aller consulter quand j'ai quelque chose, ou même ne serait-ce que consulter pour de la prévention. Et toi aujourd'hui, si tu as un message à faire passer aux gens, c'est quoi? C'est si vous avez des antécédents dans votre famille de cancer qui sont un peu toujours les mêmes, allez consulter et essayer de faire un bilan autour de ça. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens? J'ai vraiment envie déjà de parler aux jeunes. J'ai envie de dire aux jeunes aujourd'hui, renseignez-vous. C'est important de pas hésiter à parler à vos mamans, à vos papas, de leur parcours de santé, de leur parcours de santé, de leur parcours de vie, parce que finalement ça fait partie de votre histoire à vous. Et c'est ça qui va peut-être vous permettre d'avoir aussi, vous, cette chance que moi j'ai eue, de pouvoir anticiper. Et alors j'ai une question très féminine. Donc tu as subi une double mastectomie, donc une ablation des deux seins, donc tu as des seins qui ont été refaits. Est-ce que au niveau de ta féminité, comment ça se passe? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que au quotidien, comment ça se passe pour toi? Ça a pris beaucoup de temps. Je remets ça dans le contexte 10 ans auparavant, quand on a 26 ans, on a un corps qui est plus ou moins athlétique, mais c'est vrai que j'avais une jolie poitrine, j'avais une jolie silhouette, je me suis toujours beaucoup entretenue. Et c'est vrai que c'était un peu la fin du monde à ce moment-là. Je pense que ce parcours-là, il a été
il a été compliqué parce que c'est vrai que on se réveille abîmé, voilà, quand même. C'est quand même une blessure qui a été ouverte longtemps et il faut un temps de cicatrisation. C'est compliqué, moi je vois des femmes aujourd'hui qui viennent à moi parce qu'elles ont été, je dirais, un peu encouragées dans cette démarche de venir parler de leur histoire et je les trouve braves parce que moi 2 ans après j'aurais été incapable de faire ça et je pense que la vérité c'est de se dire il n'y a pas que des moments hauts, il y a eu des moments aussi compliqués. Oui, il faut être honnête sur... C'est vraiment pas une opération minime et je pense que vraiment ça a été tous les jours un travail d'être capable de me regarder et de me trouver jolie parce que ma démarche était belle et je pense qu'en fait c'est vraiment ça qui m'a aidée à porter un autre regard sur moi. Je pense que quand on vit quelque chose comme ça, c'est important aussi après de se reconnaître aussi dans la glace et de s'accepter tel qu'on est avec les changements que ça peut impliquer, mais le cheminement est quand même toujours un peu long. Bien sûr. Mais en tout cas, au bout du compte, voilà, on a Laetitia qui a fait cette démarche-là, ce parcours-là, et regardez comme elle est belle, comme elle est magnifique, rayonnante, fabuleuse, et je pense que pour moi, en tout cas, c'est un très très bel exemple. Voilà, si vous êtes confronté au même type de problème que ce qu'a pu rencontrer Laetitia, voilà, c'est pas une fatalité. Vous avez des gens à qui vous pouvez en parler, vous avez des exemples comme Laetitia qui vous montrent que bah oui, on peut continuer à croquer la vie à pleines dents, on peut voilà, être heureux, on peut être épanoui, on peut être belle. Et quoi qu'il se passe, quelles que soient les interventions qu'on peut subir, on reste belle. Être belle, c'est aussi dans la tête. C'est pas que l'image qu'on renvoie aux gens, c'est aussi une manière d'être, une manière de se sentir, une manière de vivre. Non? Oui, en fait, c'est vraiment notre slogan, c'est-à-dire que cette différence doit faire une force. Et je pense que au-delà même de la beauté esthétique et physique, il y a vraiment une lumière intérieure et c'est pour ça que je parlais de paix, parce que je pense que j'ai fait la paix aussi avec moi-même et avec cette histoire de famille qui a emporté tant de femmes. Je pense que le combat est là aujourd'hui et j'avais envie d'en parler sans gêne. Oui. Voilà, c'est vraiment ça, sans être complexée et sans avoir à me justifier, sans me sentir victime. Et je pense que vraiment, encore une fois, le parcours doit emprunter cette voie. Je pense que tu as vraiment parlé de fatalité, mais je pense qu'on ne doit pas s'arrêter à cette annonce. Même si on apprend qu'on est porteur, c'est pas une fin en soi. La vie doit continuer, la vie doit être belle. On sait qu'on peut anticiper que même si on a un diagnostic qui est posé sur effectivement un problème génétique en termes de cancer, aujourd'hui on a des moyens d'agir en amont. Donc vous avez des médecins, vous avez voilà, donc des associations qui sont là pour vous écouter, pour vous aiguiller, pour vous accompagner. Et il faut vraiment prendre ce problème à bras le corps et ne pas avoir peur d'y aller, ne pas avoir peur d'en parler, d'envisager toutes les éventualités, toutes les possibilités. Et voilà, votre santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Et puis aujourd'hui, il faut aussi dire que le cancer du sein se soigne quand même très bien. Tout à fait. Comme beaucoup de cancers d'ailleurs, mais le cancer du sein, s'il est pris tôt, se soigne très bien. Et grâce au dépistage, effectivement, c'est aussi des techniques et des avancées qui permettent d'avoir de très bonnes réponses. Ouais. Et je pense que c'est un des cancers qu'on soigne le mieux. Donc, mais il faut qu'il soit pris un peu tôt pour éviter d'avoir toutes les choses un peu compliquées. D'ailleurs moi c'est un peu ce qui m'est arrivé, c'est pour ça que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur aussi parce que voilà, moi j'ai 44 ans, j'avais jamais fait de mammographie, je sais que c'est pas bien du tout, parce que pour plein de raisons, parce que j'ai des petits seins, parce que j'ai allaité mes enfants, parce que j'ai pas d'antécédents dans la famille, donc je me suis dit je suis relativement à l'abri pour ce genre de choses et a priori ça va pas me tomber dessus. Du coup, poussée par mon entourage, j'ai fini par aller faire une mammographie au mois de mai, donc il y a 6 mois. Et il s'est avéré que suite à cette mammographie, le médecin me dit vous avez quand même quelque chose d'un peu étrange, donc il va falloir faire une échographie. Donc je suis allée faire une échographie. Suite à cette échographie, on me dit bon, il y a des petites micro-calcifications sur le côté du sein. Donc il va falloir procéder à une IRM pour savoir si c'est là depuis longtemps, pas depuis longtemps, comme j'avais jamais fait de mammographie avant, on ne pouvait pas savoir exactement ce qu'il en était. Donc je suis allée faire cette fameuse IRM
Et ben, suite à cette IRM, le médecin me dit que voilà, j'ai un foyer d'activité cellulaire qui est étrange. Et là, je vous cache pas que moi qui étais assez détendue jusque-là, quand on vous dit qu'il y a un foyer d'activité cellulaire au niveau du sein, et ben qu'est-ce qu'on fait? On commence à psychoter, aller voir sur les réseaux sociaux, aller voir sur les sites médicaux, ce qu'il ne faut jamais faire, jamais. Et donc là, je commence à me dire, donc microcalcification, IRM, tout ça, c'est pas bon. Et suite à l'IRM, mon médecin me dit on va faire une biopsie, c'est-à-dire un prélèvement de certaines cellules du sein pour voir vraiment ce qu'il en est. Donc j'ai fait cette biopsie, donc on vous enfonce une très grande aiguille dans le sein, mais c'est sous anesthésie, donc c'est pas douloureux du tout. On reste quand même avec un pansement pendant une petite semaine, mais en revanche, ce qui a été très long, c'est l'attente des résultats pendant une semaine. Et là, on psychote, on pense aux pires choses. Et alors moi j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il s'est avéré que quand les résultats sont arrivés, finalement il n'y avait pas de foyer cancéreux. En revanche, ce que j'ai appris, c'est que j'étais devenue quelqu'un à risque parce que quand on a des microcalcifications, à un moment donné, ça peut muter, ça peut se transformer en autre chose. Donc à partir de ce jour, je dois être suivie tous les 6 mois afin de voir si ça mute, si ça se développe et de pouvoir prendre le problème s'il se présente à bras-le-corps très rapidement. Donc voilà, la prévention, c'est ce que je vous dis, quelquefois on n'y pense pas. Moi je suis très négligente sur ma santé, je fais pas du tout gaffe. Et il y a un truc comme ça qui peut vous tomber dessus et vous amener à réfléchir. Le cancer, c'est oui, quelque chose qui peut toucher beaucoup de gens, mais la prévention est super importante, que ce soit une prévention comme dans le cas de Laetitia, que ce soit une prévention parce que problème génétique, donc on prend les choses en amont, mais en tout cas on se renseigne quand vous avez des antécédents dans votre famille. Vous faites pas comme si de rien n'était, on fait pas l'autruche, on se cache pas en disant non, il va rien se passer. Non, il peut se passer. Donc quand vous avez des antécédents familiaux, il faut aller consulter, même si vous êtes jeune. Quand vous n'avez pas de risque comme moi, vous attendez pas d'avoir 44 ans pour faire une mammographie. Déjà, vous allez voir votre gynéco tous les ans minimum pour faire un frottis. Et vous faites des mammographies régulièrement. Vous n'hésitez pas à vous faire des palpations des seins. Si vous sentez la moindre chose un peu différente, une petite boule, quelque chose, on file direct chez le gynéco. Une petite sécrétion du mamelon, c'est des choses comme ça, une forme qui commence à changer, à tourner, c'est des alertes, une douleur, voilà, c'est des alertes qui peuvent parfois laisser présager qu'il se passe des choses. Et c'est vrai que parfois, on est un peu happé par le temps, on s'occupe beaucoup des autres, finalement, nous les femmes, et on s'occupe pas beaucoup de soi. Et je pense que c'est vraiment ça le message. C'est celui aussi qu'on souhaitait faire passer de par nos parcours de femmes, c'est de vous dire que c'est important de prendre le temps, de marquer ces rendez-vous, de les glisser dans votre organisation et d'essayer de s'appliquer en tout cas à prendre vraiment soin de vous pour vous protéger et protéger aussi votre entourage proche. Donc vraiment, voilà, ce qu'on voulait vous dire avec Laetitia aujourd'hui, c'est le maître mot, c'est la prévention. Quel que soit votre cas, quel que soit votre parcours, quelle que soit votre situation, il faut aller consulter, il ne faut pas laisser passer de temps s'il y a quoi que ce soit. Si vous avez des antécédents, il faut y aller, vous allez consulter. C'est obligatoire. C'est primordial. C'est primordial. Bon, j'espère que cette petite vidéo avec ma belle Laetitia vous aura plu. Non, merci. On a passé un très beau moment, c'est une très belle rencontre. Je vous invite à aller voir son Instagram, à prendre contact avec elle si jamais vous avez besoin de le faire. Avec grand plaisir. Voilà, et elle est sur Instagram, donc Laetitia Mendes, et son site et son association Génétique Cancer qui sont juste fabuleux. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir. En tout cas, moi j'ai hâte de vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo. J'espère que vous allez bien. D'ici là, prenez bien soin de vous. On vous embrasse très fort. À très bientôt. Salut. Ciao. Au revoir. Bonne journée.